Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Nous avons vu dans les émissions précédentes un monde bipolaire, un monde entre 1945 et 1990, un monde divisé. Divisé comment? Divisé d'une part entre l'idéologie capitaliste et l'idéologie, j'allais dire soviétique, l'idéologie communiste. Ça a duré 45 ans et c'est ce qu'on a appelé la guerre froide, le monde bipolaire. Il arrive parfois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des journées ou des années comme si tous les événements se concentraient pour changer la donne, et c'est ce qui va arriver dans les années 1990 et suivantes. Ces années-là sont marquées par des changements extrêmement profonds. Du monde bipolaire que nous avions, nous allons avoir maintenant un monde unipolaire où les États-Unis vont dominer. Pendant une période d'au moins 10 ans, si ce n'est 20 ans, mais on verra ça tout à l'heure. Elle est caractérisée par la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. Et toutes les républiques socialistes soviétiques qui faisaient partie de l'ensemble de l'Union soviétique vont faire sécession et vont devenir indépendantes, et c'est ce que nous allons voir également. Les pactes militaires deviennent obsolètes. Le pacte de Varsovie va être abandonné et même l'OTAN est remis en question. D'ailleurs, il y a un président, je pense que c'est le président Macron, qui avait dit que l'OTAN était dans une mort cérébrale. Quant à Donald Trump et l'OTAN, il va trouver que c'est une organisation qui ne sert pas à grand-chose. Et effectivement, et je vous avoue personnellement que je m'en réjouissais de voir que la fin de la guerre froide et la réduction des armements nucléaires et qu'on n'avait plus besoin de ça. Le réveil sera brutal dans la décennie qui suivra l'an 2000. De nouveaux pays vont apparaître et avec eux, bien sûr, de nouvelles tensions. 1990 à 2000, c'est donc un nouvel ordre mondial qui s'installe. La question maintenant qu'on va se poser, c'est pourquoi l'Union soviétique s'est écroulée. Un nouveau secrétaire général du Parti communiste arrive au pouvoir en 1985. Il s'appelle Mikhaïl Gorbatchev. Gorbatchev va se rendre compte du retard économique et technologique de son pays. En fait, ça faisait longtemps qu'on s'en rendait compte. Mais l'Union soviétique étant ce qu'elle est, dans sa guerre j'allais dire virtuelle, mais larvée entre les États-Unis et le monde occidental, l'URSS n'avait pas le choix que de continuer à suivre les États-Unis, notamment dans la course à l'armement, ce qui coûte une fortune, ce qui coûte très cher. Les dépenses militaires en Union soviétique sont excessives par rapport à leur produit national brut. C'est excessif. Et surtout au niveau de l'armement nucléaire. Ça coûte cher, conserver des missiles, l'entretien, etc., ne pas les utiliser. Et en plus, faire de la recherche pour développer de nouvelles armes, pour être capable de toujours concurrencer ton adversaire. On se souvient du concept de course à l'armement. Et en plus de ça, de 1979 à 1989, les Russes sont dans une guerre en Afghanistan qui coûte un coût économique et social extrêmement important. En plus de ça, l'Union soviétique, puis elle est reconnue pour ça, et ça, c'est une bonne chose, mais les coûts sont astronomiques. La course à l'espace, on se souvient qu'ils sont les premiers à envoyer un Sputnik, un satellite, et ils seront les premiers aussi à envoyer un homme Yuri Gagarin, qui va faire le tour de la Terre. En plus de ça, leur économie est organisée avec des quinquennats. On appelle ça une économie planifiée. Elle ne tient pas compte de la demande. C'est une économie d'offres. Alors, les Russes sont habitués à faire des fils, sont habitués à avoir des pénuries. C'est pas comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des pénuries constamment. Alors, si ce mois-ci, c'est le riz ou le pain qui est disponible, ben le mois suivant, ça sera autre chose. Alors, c'est vraiment différent de ce qu'on peut connaître dans le monde capitaliste, où c'est d'abord la demande et l'offre va suivre la demande. Là, c'est l'inverse.
Et dans les années 1980, on a une crise au niveau du pétrole et ça va être l'effondrement des prix. Alors, il n'y a rien là pour aider la Russie. Alors, ce que Mikhail Gorbatchev va proposer, et c'est extrêmement intéressant, et ça aurait pu donner des résultats complètement différents que ce qu'on a connu. Ce qu'il va proposer, c'est la glasnost et la perestroïka. Qu'est-ce qu'il veut faire, Mikhail Gorbatchev? On dit que c'est le fossoyeur de l'Union soviétique. C'est vrai, mais ce n'était pas ça qu'il voulait faire. Il voulait réformer l'Union soviétique pour la rendre plus concurrentielle, réformer le Parti communiste pour le rendre plus efficace afin de continuer d'être une grande nation et de poursuivre sa destinée. Qu'est-ce que c'est que la glasnost? On pourrait traduire ça par démocratie, transparence, c'est un peu ça. Ils permettent une plus grande liberté d'expression, encourager les débats, les critiques, il va ouvrir les archives pour dénoncer l'ère stalinienne. Essayez de vous imaginer dans un pays où la propagande puis toute l'information est contrôlée, notamment par le journal La Pravda, et qui est contrôlée par l'État, qu'on dit maintenant, ça va être l'ouverture. Vous allez pouvoir vous exprimer, et les Russes vont le faire. Mais il y en a beaucoup qui vont être choqués, surpris par ce qu'ils vont entendre. Et je vous dirais qu'il y a un lien à faire avec des événements qui se sont passés 25 ans plus tôt, à peu près, là, le printemps de Prague en Tchécoslovaquie, où Alexandre Doucek, quand il avait pris le pouvoir, puis on y reviendra tout à l'heure, avait proposé à peu près les mêmes choses. Alors, c'est un choc pour l'Union soviétique, mais en même temps, beaucoup de Russes sont contents d'avoir une telle libéralisation. Mais au début, il est au niveau des idées, là, tout ça. La perestroïka, ça, c'est au niveau économique. Qu'est-ce que c'est? C'est la restructuration de l'économie. Au lieu d'avoir une économie stagnante, inefficace, basée uniquement sur l'offre, on va plutôt essayer de libéraliser, tout d'abord doucement, l'économie. Quelques exemples. On va redonner des terres aux agriculteurs. On sait que les grandes fermes, c'était des fermes d'État, les kolkhozes, les sovkhozes, et on va redonner les terres aux agriculteurs. Puis effectivement, les gens vont travailler pour eux. Donc, ils vont travailler plus. L'augmentation de la production va être réelle. On va autoriser également des petites entreprises. Alors, il va y avoir des petits entrepreneurs qui vont commencer à créer des petites entreprises, puis que ça va bien aller. Mais pour la majorité du monde, c'est un désastre. On a des images de gens qui vendent leurs articles, leurs vêtements pour être capables de survivre dans les rues de Moscou. Alors, la libéralisation des activités économiques, c'est intéressant si on a les gens qui sont éduqués à ça puis sont capables de prendre la relève. Ce qui n'était pas le cas, parce que l'économie, toute l'économie était sous le contrôle de l'État. Alors, du jour au lendemain, c'est extrêmement difficile d'en faire autre chose. La perestroïka sera un échec, malheureusement. Pourquoi? Bien, les Russes dépendent de l'État depuis 70 ans. Alors, faire le pas, ça serait extrêmement difficile et on a toujours une très grande méfiance des économies occidentales qu'on a diabolisées pendant 70 ans. Donc, il va y avoir des pénuries de biens de consommation parce que là, on ne sait plus trop comment ça marche, comment ça se fait. Il va y avoir des hausses de prix de matières premières, ne serait-ce que le pain qui était toujours subventionné. Dans une économie de marché, quand il n'est plus subventionné, les gens vont avoir de la difficulté à s'en procurer. Il y en avait déjà dans cette économie d'offres, mais là... Et en plus de ça, va apparaître un phénomène qui existait auparavant, mais là, qui va devenir de façon endémique, la corruption. Tu vas avoir du pain, tu payes. Tu vas avoir n'importe quoi, là. Il faut que tu payes. La corruption est partout, c'est ce qui va entraîner des manifestations, l'agitation sociale. Alors, les années 90 en Russie sont extrêmement difficiles. En plus de ça, on ajoute à ça, quand on ajoute la libéralisation, et ça, c'est un bon côté de la glasnost, c'est permettre les voyages à l'étranger, abolir la censure,
et permettre les voyages à l'étranger. Si tu permets des voyages à l'étranger, ça veut dire que les Russes peuvent sortir. Ils sortaient avant. Ah oui, les Russes pouvaient aller en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, ils pouvaient aller à Cuba. En fait, les Russes restaient dans leur univers, leur monde. Moi, je me souviens d'avoir vu des Russes, beaucoup de Russes, à Cuba dans les années 90. Et c'était intéressant d'être capable d'échanger avec eux, mais on était dans deux mondes là, complètement différents. Mais lorsque les Russes vont commencer à voyager dans le monde occidental, ben tout ce qu'on leur avait décrit ne tient plus. C'est plus pareil, c'est un autre monde. Et en plus de ça, la télévision, qui n'est plus censurée, va donner une image du monde très différente de ce qu'on disait au niveau de la propagande auparavant. Il y a un rapprochement entre les États-Unis et l'Union soviétique, étant donné que la tension va diminuer constamment au niveau politique et on va même avoir des accords pour réduire des arsenaux. Alors, les causes économiques sont extrêmement importantes. Au niveau des causes politiques, bien, les Russes ne font pas confiance à l'État. Ils sont habitués, je vous dirais, c'est l'État du mensonge. Écoutez, on le voit actuellement, on l'a vu dans le passé, ne serait-ce qu'avec les Jeux olympiques, puis les dopages, puis tout ça, organisés par l'État. Alors, la propagande, le KGB, tout ce qu'on voudra, c'est un régime de peur, c'est un régime de désinformation. Alors, les Russes ne sont pas naïfs, là. Et en plus de ça, c'est un État multinational. Il y a 15 républiques en Union soviétique. Et parmi ces républiques-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont adhéré à l'Union soviétique en disant « Youpi, je suis content d'en faire partie ». Écoutez, les États baltes, là, c'est par la force. La Pologne, là, on se souvient du pacte entre Hitler et Staline, où on s'est partagé la Pologne, on a assassiné les officiers polonais. Les Polonais se souviennent de ça, là. Et c'est un peu la même chose un peu partout. Donc, il y a des tensions politiques extrêmes et quand la libéralisation va arriver, ben, ça va brosser beaucoup dans les républiques en dehors de celles de la Russie. Et en plus de ça, dans le sud de la Russie, bien, il y a des républiques de confession musulmane. Tout le monde ne parle pas russe, tout le monde n'est pas de la religion orthodoxe. Il y a là un ferment extrêmement important et l'État centralisateur, c'est la Russie, qui impose sa langue, qui impose ses façons de faire à l'ensemble des autres républiques. À partir de là, les événements vont se précipiter. Ça commence en Hongrie en 1989. Le Parti communiste va accepter le multipartisme. Le Parti communiste va dire, ben, étant donné que maintenant c'est ouvert à de la glasnost et tout ça, on est d'accord avec ça, ben, on est bon, les communistes, on va laisser plusieurs partis se présenter, non plus parti unique, puis on est sûr de gagner les élections. En plus de ça, ils vont enlever à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, ils vont enlever les clôtures électrifiées. C'est pas un mur, là, comme il y avait à Berlin, mais c'est des barrages, c'est des douanes. Ils vont enlever les clôtures électrifiées, ils vont enlever ça, puis ils vont laisser passer les gens. Et qui va passer là? Les Allemands de l'Est. Les Allemands de l'Allemagne de l'Est vont passer par la Hongrie, qui est un pays ami, et à partir de la Hongrie, ils vont passer ils vont s'en aller vers l'Autriche, la frontière est ouverte, qui est un pays de l'Ouest. Alors, il y a une faille, une brèche qui vient de s'ouvrir. Et en plus de ça, les Hongrois, en 1956, avaient été envahis par la Russie et le gouvernement et le chef du gouvernement avaient été exécutés. Ils vont le réhabiliter, ils vont lui élever une statue, ils vont faire une nouvelle constitution et même abandonner le communisme. Tout ça dans les années 89-90. Alors, tous ces événements-là qui se passent dans un pays, selon la théorie des dominos, on s'en souvient, contaminent les autres. Et c'est la même chose qui va se passer en 1988-89 en Pologne. On sait que la Pologne n'a pas été là par amitié envers les Russes, mais par contrainte. Alors, en 1988, il y a un puissant syndicat qui va être formé. Et d'ailleurs, il y a un pape qui va provenir de la Pologne et qui va parler en faveur des Polonais et de leur libéralisation. Ce syndicat-là s'appelle Solidarité, Solidarność. Il est dirigé par Lech Walesa. Le Parti communiste est incapable
de contenir le mécontentement des foules. Et l'Union soviétique, avec Mikhaïl Gorbatchev, avait dit qu'il n'interviendrait pas militairement, comme ils l'ont fait dans le passé, pour restreindre et garder de force ces gens-là. Lech Walesa va être élu au suffrage universel, abandon du communisme également, libéralisation d'un autre pays. Quand on parle de libéralisation puis qu'il abandonne le communisme, il faut comprendre que ça ne veut pas dire qu'il abandonne la Russie. Il abandonne tout simplement un système. Et comme on sent puis on voit que le système va changer ou veut changer en Russie, ben il y a pas là, il y a là évidemment une volonté de changement importante, mais ça ne veut pas dire qu'on veut quitter nécessairement la Fédération russe qui sera créée plus tard. Un événement qui va faire la une du monde entier, c'est le mur de Berlin. On se souvient que dans les années 1960, en 1961, le mur de Berlin avait été construit pour empêcher les Berlinois de l'Est de passer à l'Ouest. Il y a un nouveau porte-parole du gouvernement de la RDA, de la République démocratique allemande, qui a été nommé. Ça fait 3 jours qu'il est en fonction. Et il fait une conférence de presse sur la situation qui est en train de se passer également en RDA. Et les journalistes lui demandent, est-ce que c'est vrai que les frontières ont été levées et que les gens peuvent circuler? Parce qu'on savait ce qui s'était passé en Hongrie, bien sûr. Et il regarde dans ses feuilles, et ce qu'il voit, il l'interprète, en tout cas de cette façon-là, en disant oui. Les journalistes lui demandent quand. Ben, il dit maintenant, immédiatement. Quoi? Ça s'était jamais vu. Alors, des Berlinois qui entendent ça, de l'Est, se massent à la frontière. Écoutez, ils sont plus de 20 000 dans une nuit qui arrivent à la frontière. Et là, les gardes, qui sont dirigés par le lieutenant-colonel Harald Jaeger, vont se présenter. La foule va se présenter à Checkpoint Charlie, qu'on appelle en allemand la Bornholmer-Strasse. Et qu'est-ce qu'on fait? Les gardes, auparavant, auraient tiré sur la foule. Mais le lieutenant-colonel se rend compte, écoutez, 20 000 personnes, là, et ils sont quelques centaines. Alors, il donne ordre de laisser passer, de laisser faire. Et là, des milliers d'Allemands traversent la frontière et vont se retrouver à l'ouest, accueillis par les Allemands de l'ouest, qui les accueillent avec des câlins parce que leurs frères, leurs sœurs, depuis 45 ans, qui sont dans un autre univers, peuvent enfin se retrouver dans l'Ouest. C'est un espoir absolument incroyable. Et le mur de Berlin, on connaît la suite, va tomber, sera détruit, et il y aura plus tard la réunification de l'Allemagne. Allons maintenant dans les États baltes. Les États baltes, il y en a 3. Il y a la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Là encore, les États baltes avaient été envahis par la Russie et étaient devenus des républiques socialistes soviétiques de force. Alors, on est toujours dans les années 1990. La Lituanie va proclamer son indépendance. La Lettonie va également proclamer son indépendance. L'Estonie également. Mais là, Mikhaïl Gorbatchev hésite et finalement décide d'intervenir en Estonie, à Vilnius, pour empêcher les États baltes de déclarer leur indépendance et de quitter la Russie. On envoie des troupes, on envoie des blindés, on envoie des soldats. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait jamais vu. La foule se rassemble et fait un barrage humain, un bouclier humain pour empêcher les Russes de s'emparer des réseaux de télévision, de radio, les grands médias, les journaux, etc. Fait un bouclier humain. Il va y avoir quelques morts, mais les Russes, finalement, n'ouvrent pas le feu sur la foule. Écoutez, maintenant, la télévision est présente, là. On avait libéralisé. Alors, il n'y a pas juste la télévision d'État. Il y a aussi la télévision occidentale qui est là. Alors, le monde est là et ça devient extrêmement difficile là, de massacrer des foules. Alors, les Russes se retirent et les États baltes deviennent indépendants. Ils se souviennent, eux autres aussi, de l'agression de la Russie et à partir de là, le monde également va changer.
La Tchécoslovaquie, c'est un exemple de l'espoir des peuples, puis en même temps d'une cruauté incroyable. En 1968, il y a eu le printemps de Prague avec Alexandre Dubček. Le printemps de Prague, ou le socialisme à visage humain, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement ce que Gorbatchev propose en 1990, la transparence, le multipartisme, etc. La réponse de l'Union soviétique, ça a été d'envahir avec le pacte de Varsovie la Tchécoslovaquie, d'arrêter le gouvernement, et on appelait ça la normalisation après, l'occupation de la Tchécoslovaquie par des troupes. Alors qu'on comprend qu'en 1989, les Tchèques se souviennent de ce qui s'est passé 20 ans plus tôt. Et on va appeler la révolution en Tchécoslovaquie la révolution de velours. C'est une véritable révolution, comme nous, on appelle la révolution tranquille. Un dissident politique qui s'appelle Václav Havel va prendre le pouvoir, va devenir leader de la contestation. Il va y avoir plusieurs manifestations, des milliers de personnes dans les rues de Prague. On va abandonner le communisme, des élections libres, fin de la censure. Václav Havel devient président et Alexandre Dubček, qui n'est pas décédé à cette époque-là, va pouvoir refleurir le printemps de Prague. Ce sont de belles histoires. Il y en a des moins belles. La Roumanie. La Roumanie est différente des autres pays du bloc de l'Est. La Roumanie est dirigée par un dictateur. On pourrait dire un régime semblable au régime de Staline. Le dictateur s'appelle Nicolae Ceausescu. La population vit dans la misère, il y a des pénuries partout, c'est la terreur, la police secrète. Et lorsque Gorbatchev va rencontrer Ceausescu pour lui parler des réformes de la Glasnost Perestroïka, il va refuser. Alors, à la suite de ça, les Roumains voient ce qui se passe dans les pays autour, dans les pays voisins. Il va y avoir des manifestations partout. Et Ceausescu avait quitté le pays pour aller en Iran pour une visite officielle. Lorsqu'il revient, c'est des manifestations partout. Et il y a plus de 100 000 personnes dans la capitale, à Timișoara. Et le 25 décembre 1989, Nicolae Ceausescu et sa femme vont s'enfuir. Ils vont être capturés, vont être arrêtés. Et dans un simulacre de procès qui va durer entre 45 et 50 minutes, ils vont être attachés les mains dans le dos et exécutés. C'est un des rares pays où ça finit en violence, mais malheureusement, c'est ainsi. L'Ukraine. On ne parlera pas de la guerre en Ukraine, on va réserver ça pour une prochaine capsule. En 1990, l'Ukraine fait exactement comme les autres. Elle va déclarer sa souveraineté et son indépendance en 1991. Elle va le faire ratifier par un référendum qui va être en faveur de l'indépendance à 92 %. Mais l'Ukraine ne veut pas quitter l'Union soviétique. L'Ukraine veut tout simplement un changement de régime comme les autres. Alors, plus tard, il va se former, plus tard, ça va assez vite, là. En 1991, il va se former la communauté des États économiques, des États indépendants, qui est la Fédération russe d'aujourd'hui. Et en 1994, écoutez bien ça, en 1994, l'Ukraine abandonne son arsenal nucléaire, parce qu'une partie des armes nucléaires de la Russie est en Ukraine. Ils abandonnent leurs armes nucléaires pour les retourner en Russie en échange d'une garantie de sécurité signée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, qui garantit à l'Ukraine son intégrité territoriale. Il faut le faire. En 2004, c'est la Révolution orange. Et là, on se rend compte que la population est très divisée. Je vous dirais, les 3/4 sont plutôt favorables à l'Europe occidentale, alors qu'il y a la partie sud et sud-est de l'Ukraine qui est pro-russe. On sait ce qui va arriver. Les événements maintenant vont se précipiter et les autres républiques, Moldavie, Arménie, etc., là, du Sud, vont déclarer tour à tour leur indépendance. La Russie abandonne l'Union soviétique. Le pacte de Varsovie est dissous. L'Union soviétique s'écroule, n'existe plus. Il y a un nouveau président, il y a une nouvelle Russie, il s'appelle Boris Eltsine, mais
juste avant, en même temps que Boris Eltsine est là, le communisme n'a pas été abandonné, Gorbatchev est toujours là. Alors, il va y avoir un putsch organisé par le KGB pour ramener l'Union soviétique comme elle était. Gorbatchev va être arrêté. La population russe, pour une fois, bouge, va s'opposer aux putschistes. Il va y avoir des manifestations dans la rue. On va bloquer les chars d'assaut et on n'ouvrira pas le feu, heureusement. Gorbatchev va être libéré, mais devra démissionner. Et dans son discours de démission, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. L'ancien système s'est effondré avant qu'un nouveau ait eu le temps de faire ses preuves et la crise de la société s'est aggravée. Il avait parfaitement raison. À partir de là, le pouvoir est entre les mains maintenant de Boris Eltsine. On fonde la communauté des États indépendants. On fonde aussi une organisation de sécurité. Boris Eltsine est président de la Fédération de 91 à 99. Les problèmes économiques ont continué. Une série de crises et de scandales. Les oligarques apparaissent qui détournent des fonds. La corruption se développe. La situation économique et sociale du pays se dégrade. Le rouble est dévalué. En 1999, c'est difficile. Boris Eltsine démissionne et un nouveau président apparaît. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire, Vladimir Poutine. Merci. Au revoir. Bonne semaine.